Nous sommes ensemble ce matin pour une présentation de Sinus Phi. Je vais dans un premier temps pour cette présentation vous proposer un diaporama de façon à situer les fonctionnalités de base de Sinus Phi. Ce sera relativement court. Dans un second temps, je construirai plusieurs exemples en direct pour vous familiariser avec l'environnement et les fonctionnalités de Sinus Phi. Puis je vous montrerai quelques exemples tout construits de façon à aller un petit peu plus loin dans cette présentation et l'utilisation de Sinus Phi. Présentation tout d'abord, je disais donc que nous sommes dans la région lyonnaise où se trouve la société Atemi qui développe Sinus Phi, mais également Meca 3D et Meca Plan. Je suis personnellement Michel Boulaton. Dans une vie antérieure, j'étais enseignant en sciences industrielles à Lyon et je suis en compagnie de Pascal Scanu, qui est le gérant, chef du développement chez Atemi. Sinus Phi, donc, les objectifs, la conception de Sinus Phi a été basée sur la capacité à donner aux élèves à procéder à l'analyse, à la modélisation et à la simulation des systèmes. C'est-à-dire que l'accent n'a pas été mis sur la performance du produit, sur la performance scientifique et technique, mais davantage sur le côté pédagogique. Alors, ça signifie donner à un élève la capacité de décrire la structure d'un système et de le représenter sous la forme d'un schéma structurel associé à des lois de comportement physique. C'est la partie modélisation. Le plus souvent, l'élève aura à constater une modélisation que l'enseignant aura mise en place. Et la deuxième partie de ces compétences, c'est simuler le comportement de ce modèle et exploiter la simulation en jouant sur les paramètres et en affichant des courbes ou des résultats numériques. C'est la partie simuler et exploiter les résultats. L'idée, c'est de passer d'un système réel, ce drone va me servir de fil conducteur dans ma présentation, passer du système réel à la modélisation et la simulation de ce système, et puis ne jamais oublier, bien entendu, qu'il y a nécessité de faire le retour, une fois la simulation effectuée, revenir au réel pour valider des solutions ou des performances. Alors, Sinus Phi se présente sous cette forme. Toujours dans ce souci de simplicité pédagogique, l'ergonomie a été réduite à sa plus simple expression. D'abord une zone graphique assez classique dans laquelle on va construire le schéma du modèle. Une barre d'outils et une seule dans la partie supérieure qui est simplement grossie en bas, avec sur la partie droite de cette barre d'outils les composants standards, les composants de base de Sinus Phi avec lesquels on peut tout faire, mais également partie droite de l'écran, l'accès à une bibliothèque de composants qui va permettre à l'enseignant de créer les composants spécifiques qu'il destine à ses élèves. Il existe également une bibliothèque standard de Sinus Phi. C'est souvent à partir de cette bibliothèque standard que sont construits les composants spécifiques. Alors le principe, d'une façon générale, consiste à partir d'un système réel, ici c'est un drone hexacoptère, de microcoptère, de modéliser ce système réel. Alors voilà une image ici dans la zone graphique du modèle de ce drone. Donc modélisation qui passe par un schéma structurel ou schéma bloc, et puis dans certaines situations une illustration 3D, une animation 3D qui est ici. Une fois le modèle constitué, on passe à la phase de simulation. Il s'agit simplement de définir les conditions temporelles ici et d'activer un certain nombre d'éléments interactifs. Et la simulation terminée, visualisation des résultats et exploitation de ces résultats. C'est cette partie-là qui nous permettra de revenir à la solution réelle ici et puis de valider un certain nombre de comportements. Alors, ma présentation de ce matin, ce diaporama qui se termine, donc j'espère qu'il n'aura pas été trop long. Je vais vous proposer non pas de traiter le drone, mais par contre la nacelle de ce drone qui se trouve dans la partie inférieure de façon à faire des prises de vue.
L'intérêt, c'est qu'elle a une structure évidemment beaucoup plus simple que le drone et que dans le temps imparti, je serai en mesure de construire le modèle de cette nacelle. Dans un deuxième temps, alors ce système de nacelle, pour terminer avec lui, c'est un système électromécanique avec une commande asservie pour pouvoir orienter la caméra. Deuxième système que je vous présenterai, sans doute à partir d'exemples construits d'avance, c'est un système de chauffage pour changer de domaine physique. Il s'agira ici de s'intéresser au bilan thermique d'un petit local, d'un petit appartement. Troisième exemple, toujours présenté à partir d'un exemple préconstruit, ce sera une commande d'écluse pour montrer comment SinusFi peut traiter des systèmes séquentiels. Et puis nous aurons peut-être, ou peut-être pas selon le temps qui nous restera, des échanges à l'issue de cette présentation. Alors ces échanges pourront se faire exclusivement à travers le chat que vous trouvez en haut de votre écran. Vous avez une rubrique chat qui permet de communiquer et de poser des questions. Voilà pour cette présentation de SinusFi. Alors juste encore une ou deux diapos pour situer le modèle que je vais construire avec SinusFi. À la base, il s'agit d'un drone de microcoptère, donc un drone EXA à 6 moteurs. Quelques caractéristiques, en fait, c'est une motorisation électrique, une centrale gyroscopique et accéléromètre qui va permettre de gérer l'assiette du drone et ses déplacements. La capacité d'emporter une charge importante, compte tenu de sa dimension, c'est lié au fait qu'il a 6 moteurs et donc il est relativement puissant. Pilotage par radiocommande. La nacelle qui va se fixer dessous, qu'on aperçoit sur la photo en haut, cette nacelle vidéo, c'est un support d'appareil photo ou de caméra. En fait, c'est un système, du point de vue de sa structure, qui est assez simple. On a 3 pièces avec 2 liaisons pivots, donc c'est une chaîne ouverte. Et les 2 mouvements de cette nacelle, c'est-à-dire son mouvement de roulis autour de l'axe longitudinal et de tangage autour de l'axe transversal, ces commandes sont asservies de façon à pouvoir orienter la nacelle, donc la caméra, et maintenir cette orientation même quand le drone change d'assiette, c'est-à-dire qu'il évolue dans son vol. Ce système est produit, enfin didactisé et produit par la société ERM sous la forme d'une maquette de laboratoire. Alors la structure mécanique, on va trouver une platine qui est fixée sous le drone. Dans la présentation que je vais vous faire moi, dans la construction du modèle que je vais faire, c'est la partie fixe de la structure. On trouve ensuite la fourche qui va communiquer le mouvement de roulis à l'ensemble, et on voit les deux, donc l'axe de roulis et l'axe longitudinal ici, et on voit les 2 éléments constituant le moteur, stator et rotor, pour ce mouvement de roulis, et on retrouve une structure très comparable pour le tangage, avec un axe entre la fourche et la plateforme. Donc cet axe est commun bien sûr quand l'assemblage est fait, et puis les 2 éléments constituant le moteur, stator et rotor. Je vais moi modéliser dans un premier temps uniquement cet axe de tangage, c'est-à-dire que je vais partir de l'idée que l'élément fixe est la fourche. Donc c'est un exemple volontairement très simple. L'élément fixe est la fourche et je vais installer dessus une plateforme avec cette mobilité en rotation autour de l'axe de tangage et la motorisation qui est ici. Le but étant de montrer les éléments de base de SinusFi, de créer le modèle avec un pilotage en tension, on mettra le moteur sous tension, un petit peu plus avant, simuler le mouvement, et puis observer l'influence des paramètres, notamment quand cet axe sera asservi. Voilà, donc la construction va se passer de la façon suivante. Il y a 5 composants dans la modélisation de base. Tout d'abord, un module d'alimentation qui sera commandé par un curseur, donc on pourra jouer sur la tension d'alimentation entre les valeurs moins 12 et plus 12 volts. On trouvera un moteur à courant continu de type Maxon, DCX, 16S. On trouvera un rotor, donc ce sont ici exclusivement des composants SinusFi. Un rotor dont le rôle est de modéliser la plateforme et la caméra qui est installée dessus. C'est un élément qui est mobile en rotation autour d'un axe fixe. Un afficheur qui permet de suivre l'évolution de l'angle de sortie, et puis une sortie standard, donc un composant neutre,
qui permettra simplement d'accéder au courant dans la partie électrique du système. Donc système électromécanique relativement simple et que je vais construire maintenant en direct. Alors sinus phi est ici. Voilà l'environnement. Alors je vais lancer une nouvelle étude. L'environnement est celui que je vous ai présenté il y a quelques secondes. En haut, la barre d'outils avec en particulier dans la zone centrale ici les 15 ou 16 composants de base. Et sur la partie droite, l'arborescence ici qui représente le disque de ce PC. Et puis en particulier, par le bouton droit ici, l'accès à des bibliothèques, soit la bibliothèque standard de sinus phi, soit les bibliothèques dédiées à la nacelle. Ça veut dire que ce sont des composants qui ont été créés pour l'exemple que je vais vous traiter. C'est typiquement ce que ferait l'enseignant pour ses élèves à l'occasion d'une construction d'un modèle. Alors, en particulier, on va trouver ici un moteur à courant continu. Donc, je vais aller simplement prendre ce composant, le glisser et le déposer dans la fenêtre graphique. Si je stationne au-dessus de ce composant, je vois apparaître ses caractéristiques. Donc il s'agit d'un moteur, alors le titre n'est pas le bon, en fait c'est un moteur DCX16. C'est un moteur à courant continu. Apparaissent un certain nombre de propriétés, ce sont les entrées-sorties du composant. À gauche, tension, courant U et I, qui sont respectivement en volts et en ampères. Et puis à droite, le couple et la vitesse de rotation, que l'on voit en E3 et E4, en fait, couple moteur et vitesse de rotation en Newton-mètre et radians par seconde. Ici, 3 paramètres qui sont les grandeurs que l'utilisateur pourra modifier. En cliquant simplement dessus, je peux changer la valeur du moment d'inertie. Donc, ces paramètres sont respectivement le moment d'inertie, la constante électromécanique de conversion du courant en couple ou de la vitesse de rotation en force contre-électromotrice et la résistance de l'induit. Et en bas, les deux équations, elles ne sont pas accessibles, on ne peut pas les modifier dans ce cadre-là. Les deux équations qui caractérisent le comportement, c'est l'équation électromécanique du moteur et le principe fondamental de la dynamique. Juste un mot encore, un lien possible pour tous ces composants, un lien possible vers une documentation. Donc dans la préparation du TP, le prof est allé chercher une documentation ou chercher l'aide associée aux composants, donc machine à courant continu, de façon à ce que l'élève ait toujours une référence à l'objet qu'il est en train de manipuler. Voilà pour le moteur. Deuxième composant, c'est l'axe de tangage. Je vais mettre en place un rotor. Donc on a tout à fait la même logique ici. Ce rotor modélisant la plateforme avec sa caméra. Là aussi, avec la possibilité, un lien vers une documentation qui permet de préciser les équations qui sont utilisées. C'est tout simplement dans ce cas-là, donc si je stationne là-dessus, c'est tout simplement dans ce cas-là le principe fondamental de la dynamique. Le lien entre les deux se fera à travers le couple. Donc le couple de sortie du moteur est évidemment le couple d'entrée dans la plateforme. Et également la vitesse de rotation. Cette plateforme a une vitesse de rotation qui est aussi la vitesse de sortie du moteur. Voilà en fait le principe de construction d'un modèle sur sinus phi est ici. Je vais ensuite construire l'alimentation. Alors l'alimentation n'est pas un composant de la bibliothèque là en bas à droite, malgré le fait qu'il y a un composant alimentation. Je vais utiliser un composant standard. Donc c'est un curseur que je vais installer ici. Donc ces composants standards, leur comportement est le suivant. Bouton droit sur le composant, on a accès à ses propriétés. Alors ces propriétés, c'est tout simplement d'abord un nom, ce sera une alimentation. C'est ensuite une sortie, c'est un composant d'entrée, mais dans lequel il y a une sortie. Je peux donner un nom à cette sortie, ce sera une tension, elle s'appelle U, et je peux lui donner une unité. Donc ce sont des volts, il suffit de chercher dans la liste, voilà, tension en volts. Valeur initiale, ce sera 0, elle pourra varier de moins 12 à plus 12 volts. Et je vous ferai une petite parenthèse dans un moment.
0,5 sur c'est l'incrément, c'est-à-dire c'est le pas de variation de la tension quand on déplacera le curseur. Et je vais mettre 48 positions. Je vous ferai un petit commentaire sur ces dernières valeurs et sur le mode élastique dans un moment. OK, où l'on voit apparaître donc ce composant d'alimentation électrique avec sa tension. Le lien est créé ici. Quatrième élément, il s'agit d'un afficheur. Là aussi, c'est un composant, il est ici, c'est un compteur. C'est un composant standard de sinus phi, même propriété, bouton droit. Il va s'appeler afficheur. Il a pour vocation de définir la valeur de l'angle θ, et cet angle θ sera en degrés. Voilà, angle en degrés. Le reste concerne les couleurs, enfin l'aspect visuel de ce composant. Et puis le lien créé ici. Dernier élément pour avoir un schéma complet, sinus phi par défaut refuse des bornes sur les composants qui ne sont reliés à rien. Donc il suffira de mettre ici un composant standard de sortie qui va permettre, alors c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça, qui va permettre, alors d'abord de le tourner de 180 degrés pour que la sortie soit à droite, ensuite d'accéder à ses propriétés. Ce sera un courant, il sera en ampères. Si les unités ne sont pas précisées, ce sont les unités, et si par défaut, amortissement, voilà, intensité en ampères, et puis ce sera le courant. OK. Et le lien créé ici. Voilà, le modèle est terminé. Un dernier composant que je veux implanter pour évoquer un aspect un petit peu particulier, c'est un module de texte qui va permettre de dire qu'il s'agit d'une nacelle vidéo, en mettant une police un petit peu inconséquente et puis une couleur qui soit agréable à l'œil. Alors l'intérêt de ce composant, c'est pas tant de mettre un texte ici, c'est plutôt de pouvoir associer un document. Je vais par exemple aller chercher dans cette nacelle, alors un document qui peut être un PowerPoint ou un document Word ou PDF, je vais aller chercher tout simplement le PowerPoint que je vous ai présenté il y a quelques instants. Ça permettra, par ce moyen, ça permettra à un élève, s'il arrive avec cet élément en texte installé sur sa page, en stationnant sur l'élément, il aura accès directement à un texte de TP ou à des sources, des références qui lui seraient utiles. Voilà, typiquement ici, le diaporama que je vous ai présenté tout à l'heure. On peut bien sûr imaginer toute documentation basée sur les logiciels usuels de la bureautique. Voilà, le modèle est terminé, je vais l'enregistrer. Enregistrer sous, je vais tout simplement l'appeler démo. Enregistrer. Et puis, je vais lancer une simulation. Alors, vous avez observé pour le moment que j'ai trois composants standards, les deux composants qui constituent l'alimentation ici et le compteur, pris dans la barre d'outils supérieure, et deux composants de bibliothèque préparés à l'avance par l'enseignant, qui sont dans la bibliothèque qui figure en bas à droite. La simulation est ici, ce bouton qui rappelle le lancement d'une vidéo. Alors, les informations qui sont à fournir ici sont des informations temporelles. D'abord, l'unité de temps, ce sera la seconde dans un système comme ça. La durée de la simulation, on peut considérer que 20 secondes, ce sera suffisant pour ce que je veux vous présenter. Et surtout, un élément important, c'est l'incrément de temps, c'est-à-dire à quel rythme seront exécutés les calculs, quel est le rythme temporel de la simulation. Alors, le millième de seconde, tout simplement parce qu'on a un système électrique au départ et que l'ordre de grandeur des constantes de temps, c'est le millième de seconde ou quelques millièmes de seconde. Bien sûr qu'un système mécanique qui est ici a des constantes de temps qui sont plus grandes, ça va être de l'ordre du dixième de seconde ou de la seconde. C'est les plus petites constantes de temps des composants du système qui conditionnent le choix de cet incrément. On trouve à la partie inférieure le fameux curseur qui n'apparaissait pas au moment de la construction, c'est-à-dire ce curseur qui va permettre, il suffit d'observer ce qui se passe ici dans la fenêtre à droite, qui va permettre de gérer la tension d'alimentation du moteur. Et puis, donc la simulation est prête ici. Ensuite, ce que l'on peut afficher, c'est
les graphes. Chaque balise sur les composants permet d'afficher un graphe, une courbe, représentant la grandeur physique associée. Donc voilà par exemple ici, je vais afficher la tension d'une part, l'angle de rotation de la nacelle d'autre part. Et puis je lance la simulation. Tout est à zéro, mais parce que la tension est nulle. Et il suffira que je mette un échelon de tension ici pour constater l'évolution ici de l'angle du rotor. Et puis on a un jeu interactif en quelque sorte. L'alimentation changeant de sens, là, par sauts successifs, je me sers de l'alimentation, on voit ici une évolution de l'angle. Alors bien entendu, il n'y a aucune limitation des valeurs angulaires dans ce modèle. Ça veut dire que le rotor est libre de tourner autant qu'il le souhaitera. On peut à tout moment suspendre la simulation, afficher une autre courbe. Voilà la loi de vitesse correspondant à la position qui est ici. Donc on avait une vitesse positive qui a décru progressivement à mesure que je faisais varier la tension et qui ensuite va devenir négative. Voilà, le principe de fonctionnement de cette simulation est celui-là. Donc rien de plus à montrer, si ce n'est le caractère interactif. On peut bien entendu aller consulter également le courant. Ça veut dire toutes les grandeurs, soit au cours de la simulation, soit à l'issue de la simulation, toutes les grandeurs sont accessibles sous forme de courbes. Les résultats se limitent à ces courbes. Alors on verra quelques aspects un peu plus complets tout à l'heure. Dans l'hypothèse où vous souhaitez faire un rapport avec tableau de valeurs ou exploitation de ce genre, l'idée c'est d'exporter vers Excel. On peut exporter chaque courbe de cette simulation vers Excel, la stocker quelque part et la réouvrir pour rédiger un rapport par exemple. Alors je vais prolonger cet exemple. Je vais retourner, d'où l'intérêt aussi de l'accès à ces documents. Je vais retourner et passer rapidement sur ces diapos pour vous indiquer l'étape suivante de ma présentation. Voilà, nous arrivons au drone, à sa nacelle, et pour le moment, j'ai traité cet exemple-là, donc ce modèle-là, qui est le modèle de base, en fait, c'est le modèle électromécanique de l'ensemble. Il s'agit maintenant de l'asservir. Le système est asservi. Voilà, et c'est à cette diapo que je voulais aboutir. Donc, dans cet aspect asservi, on va repartir de la structure de base qui est le moteur et le rotor, donc le sous-ensemble électromécanique. Le curseur va garder sa présence, va rester présent dans le modèle. Par contre, ce sera cette fois une consigne d'angle. Ça n'est plus une tension électrique. On aura toujours une alimentation. C'est celle qui est associée à ce qu'on appelle le correcteur PID de l'asservissement. Et puis on aura un comparateur ici, c'est-à-dire un composant qui va en permanence comparer la consigne, donc la valeur souhaitée par l'utilisateur, et la valeur mesurée par un capteur, valeur de retour de l'angle au niveau du rotor. Donc la structure asservie repart de la base précédente et met simplement en place ces trois composants-là. Alors je retourne à mon modèle, je vais fermer ces fenêtres pour être un peu plus à l'aise, et puis je vais alors supprimer les liens qui ne sont plus utiles, 1, 2, 3, supprimer ce composant qui n'a plus vraiment de raison d'exister, celui-ci non plus. Curseur, il ne représente plus la tension, il représente maintenant la consigne angulaire. Il s'agit donc d'un angle, θ avec un C comme consigne. Son unité, ce sera des degrés. Alors, il faut aller les chercher. Ah, c'était là. Voilà. Valeur initiale, on va repartir d'une valeur 0. Et puis dans ce cas-là, on varie de moins 45 à plus 45 degrés. Je vais prendre un pas de 1 degré entre deux valeurs. En fait, il s'agit de définir le comportement du curseur. Chaque déplacement élémentaire se fera degré par degré.
Et ici, là aussi je vous en reparlerai dans quelques instants, 90 pas. OK. Deuxième composant, c'est un comparateur. Il s'agit d'un composant standard de sinus phi qui s'appelle sommateur d'une façon générale. C'est celui-ci qui va d'un côté recevoir la consigne de déplacement. Ce comparateur, donc si on double-clique dessus ou si on fait bouton droit propriété, alors on pourrait s'appeler comparateur plutôt que sommateur dans le cas présent, il a 4 entrées-sorties, E1, E2, E3, E4, qui sont réparties comme indiqué sur ce schéma, et en fait, il correspond à l'écriture d'une somme ou d'une différence des paramètres qui aboutissent ici. Et en particulier, le paramètre E1 qui est en haut, qui est le futur retour mesuré, devra apparaître avec un signe moins. Je vais pas mettre d'alias, ça n'a pas une très grande importance sur ce composant-là. Voilà, autrement dit, on va faire la différence de la consigne et du retour, et il sortira ici la valeur de l'écart entre la consigne et la valeur mesurée. Dernier composant, c'est ce correcteur alimentation que je vais implanter ici. Alors ce composant, il va d'un côté recevoir cet écart évalué par le correcteur, et de l'autre côté, on va trouver à la fois la tension d'alimentation, et ici, plutôt que de mettre une sortie neutre pour avoir le courant, tout simplement, le composant a été défini avec une borne courant ici. Donc ça correspond bien à une alimentation. Et puis, pour ne pas oublier, le retour. Voilà, et on a ici un système asservi, caractérisé par son comparateur et son correcteur associés à une alimentation. Voilà, alors on trouve dans ce correcteur, pour y passer quelques instants, les 3 paramètres classiques proportionnels, intégrales, dérivés d'un correcteur d'asservissement, et 2 bornes qui permettent de limiter la tension entre moins 12 et plus 12 volts. L'équation est celle qui figure là en bas, c'est-à-dire que la tension d'alimentation du moteur sera proportionnelle à l'écart, sera proportionnelle aussi à l'intégrale de cet écart, et sera proportionnelle à travers le coefficient KD à la dérivée de cet écart. Simulation. Donc cette fois, ce qui est intéressant d'afficher, c'est la consigne de position à l'entrée et la valeur de l'angle à la sortie. Système asservi. Simulation. Alors les paramètres gardent sensiblement les mêmes valeurs, 20 secondes, 1 millième de seconde pour l'incrément. La consigne est à 0 au départ, rien ne se passe, et puis un échelon, donc brutalement 23 degrés demandés en consigne, et on voit une oscillation ici, à allure sinusoïdale, et même exactement sinusoïdale. Alors, aucune surprise là-dedans. On a un système parfait ici, et qui oscille en permanence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dissipation d'énergie, et la dissipation peut se faire de 2 façons. La première, en mettant ici du frottement visqueux. Alors, je vais mettre des valeurs, je n'ai pas beaucoup d'idées sur le... Donc, ce sont des valeurs assez faibles parce qu'il s'agit d'un tout petit mécanisme. Donc, valeur, je vais mettre 2, 10, moins 4. On va voir quel est l'effet sur la simulation. On peut aussi jouer, mais je le ferai après seulement, on peut aussi jouer sur les paramètres de ce correcteur pour introduire de l'amortissement. Et je relance la simulation dans les mêmes conditions, 23 degrés ici, et j'observe effectivement qu'il y a un amortissement progressif. Donc, l'idée ici, en tout cas devant des élèves, ce serait de mettre en évidence, que ce soit d'ailleurs un système asservi ou pas, c'est de mettre en évidence le fait que l'amortissement peut être introduit de 2 façons différentes, soit d'un point de vue mécanique ici, alors il était sans doute pas très élevé, mon frottement visqueux, voilà, et de faire observer l'évolution en fait du comportement avec un amortissement qui est de plus en plus fort. On a toujours un dépassement ici, mais une stabilisation assez rapide. Et si je vais au bout de cette logique, enfin en tout cas un peu plus loin, je mets 2 centièmes par exemple, je relance la simulation. Donc on peut de cette façon observer, alors on constate que le système déjà est beaucoup plus lent, et qu'ici il va tendre
sans dépassement vers la valeur visée. On attendait 23, en fait on a 22, 900, etc., 999, et on va atteindre, au bout d'un certain temps, la valeur de consigne ici. Donc notre asservissement remplit son rôle, et on peut observer également, c'est ça que je cherchais, que toute variation de la consigne de position se traduit toujours de façon interactive par une variation du comportement en sortie ici. Voilà, sur ce système asservi. Alors, autre façon d'amortir en quelque sorte, je vais revenir à une valeur un tout petit peu plus élevée. Allons-y. Un tout petit peu plus faible, je veux dire. Voilà. Donc, avec cette valeur-là, on avait un comportement légèrement oscillant. Voilà, qu'on peut retrouver ici. Peut-être aussi faire découvrir quel est le rôle d'un des coefficients de ce correcteur, par exemple le coefficient KD. Alors, je vais mettre une valeur de 5, par exemple, et relancer strictement la même simulation, et constater qu'à nouveau, on a un effet amortisseur. On a presque un asservissement de bonne qualité ici. C'est-à-dire qu'on a un très très léger dépassement, semble-t-il, là. Ah, il faut que j'arrête la simulation. Voilà, on a un très léger dépassement. Pour 5 degrés attendus ici, on est à 5,02, mais il va revenir à la fin à la valeur de 4,9999. Donc on a un très léger dépassement, par contre un temps de montée qui est relativement rapide, en 2 dixièmes de seconde environ. On a atteint la position assignée. Voilà les principes de construction et les principes d'utilisation de sinus phi. Je vais en rester là sur cette partie. Présentation suivante que je vais continuer à faire en direct. Je vais simplement vous montrer maintenant, donc cette fois il s'agissait d'une nacelle vidéo asservie. On va quand même lui rendre sa justice. Ok. Je vais maintenant passer à l'étape suivante. Si je souhaitais faire un système représentant la nacelle, j'ai en fait deux chaînes qui sont sensiblement sur le principe de celle-ci. Donc il suffirait de prendre cet ensemble-là, bouton droit copier, bouton droit coller, et puis j'ai la deuxième chaîne. Il faudra simplement bien distinguer ici ce qui est le tangage. En lui mettant un θ-t comme tangage, ok, de celui-ci qui est du roulis. Et en lui mettant une notation θr pour distinguer du précédent. Ok. Alors simplement, on est maintenant face à un problème, c'est que la dynamique, autant pour le premier, on avait une rotation autour d'un axe fixe, et le principe fondamental de la dynamique reste relativement simple à appliquer. On a maintenant un système de deux ensembles mobiles en rotation, en chaîne ouverte, et cette fois, le principe fondamental de la dynamique est un petit peu moins simple. Alors l'idée, c'est celle-ci. Je supprime ça. Et je vais reconstruire ici un composant qui va me permettre d'accéder de façon simple à la mécanique du système. En fait, je vais utiliser Mecha 3D. Alors, l'idée est la suivante. Donc, on oublie Sinus Phi momentanément pour aller voir dans SolidWorks et dans Mecha 3D. Fichier. Alors, je vais ouvrir, pour être sûr de mon affaire, je vais l'ouvrir comme ça. Nacelle SolidWorks. Oui, ma nacelle. Elle est ici. Voilà, donc c'est la nacelle que vous avez aperçue tout à l'heure. Donc les trois éléments qui sont, on oublie le sol qui est une référence fixe qui ne servira pas dans ma présentation. On a le flasque ici qui est l'élément réputé fixe dans le modèle que je suis en train de construire. On a le support en fait qui s'appelle fourche dans Sinus Phi et la plateforme qui s'appelle ici plateau. Modèle Mecha 3D, on retrouve ces trois éléments. Le premier par hypothèse est fixe, donc pièce 1. Pièce 2, le support, pièce 3, le plateau. Ça fait simplement référence aux objets SolidWorks. On va trouver les deux liaisons pivots avec son repère associé ici et son axe X, celui qui apparaît de couleur orange, et qui est basé sur une contrainte de coaxialité installée dans SolidWorks. Deuxième liaison, c'est la liaison pivot, cette fois deux tangages.
entre le support et le plateau, qui utilise la coaxialité au niveau de ce moteur pour définir l'axe de la liaison. On trouve 3 efforts. Les 3 premiers sont les actions de pesanteur. On le voit en particulier sur l'ensemble plateau caméra. La pesanteur est ici. C'est la même chose pour la fourche et pour le bâti. Et puis on trouve 2 couples associés à chaque moteur, un couple qui va agir entre les 2 pièces liées par ce moteur. Alors ce couple moteur, si on va regarder à quoi il correspond, c'est un couple moteur connu, tout à fait classique, qui agit dans la pivot de tangage pour celui-ci, et dont la valeur est arbitrairement fixée à 2×10-3 Nm. Le seul but de ces couples ici, donc le modèle cinématique en haut et puis la partie dynamique en bas, le seul but c'est de pouvoir faire une analyse dans Mecha 3D, donc un calcul mécanique, qui va, si vous êtes familier de Mecha 3D, vous indiquer que le système est isostatique, bien sûr, et de mobilité 2, ce sont les 2 rotations dans les pivots. Et puis, ensuite, vous permettre de définir les mouvements d'entrée. Donc, ce sont les 2 mouvements de rotation, on a que ces 2-là, qui sont des mouvements libres, puisque le système est étudié en dynamique. Ça signifie que les couples que j'ai mis en place ici dans les efforts vont en fait piloter les mouvements de la nacelle. Et puis, alors, toujours des valeurs de nombre de positions et de durée, des valeurs temporelles, et on lance la simulation où l'on voit peu de choses, mais ça va venir, voilà, où l'on voit le système. Alors je vais mettre au lieu de 0,1 seconde, je vais mettre 0,5 pour aller un petit peu plus loin, où l'on voit que le système, soumis à la pesanteur et à ces fameux couples, le système est effectivement mobile et bouge. Il n'y a pas d'autre ambition, il est clair que les couples n'ont absolument aucun rapport avec la réalité. Par contre, on a un modèle qui, du point de vue de la dynamique, est convenable et on peut l'exporter. On a ici, dans le menu mécanisme, on a un export vers sinus phi. Alors, je ne vais pas l'exporter, mais ça a déjà été fait. Et on l'exporte sous la forme d'un fichier .mdf ici. C'est celui, par exemple, de la nacelle seule ici. Alors, je ne vais pas le refaire puisqu'il a déjà été fait précédemment, mais le principe, c'est d'exporter. Vous retenez bien le nom, c'est le nacelle seul qui est ici. Et, donc je vais annuler, et le modèle mécanique de sinus phi va être utilisé à partir de cette partie Mecha 3D. Retour à sinus phi. Je vais implanter, à partir de la barre d'outils standard, un composant Mecha 3D. Alors cette fois, c'est un tout petit peu plus délicat. Bouton droit, propriété. On va trouver ici, dans cette fenêtre de propriété, tout d'abord, le lien avec le fichier que je suis supposé avoir créé, la nacelle seule ici. Voilà. C'est le fichier issu de Mecha 3D qui définit la structure mécanique de notre nacelle. Alors avec en plus l'avantage par rapport au strict modèle sinus phi, l'avantage de disposer ici d'une visu 3D. On trouve ensuite le même arbre de construction que celui qui figurait dans Mecha 3D avec ses pièces, ses liaisons, ses efforts. Et on trouve ici les entrées-sorties, c'est-à-dire qu'il va falloir relier ici ma chaîne électromécanique asservie à ce mécanisme, et même chose pour la deuxième en bas. Alors en fait, j'ai besoin d'un couple, c'est le roulis, la chaîne supérieure, j'ai besoin d'un couple de roulis. Il suffit de chercher dans ces composants, couple moteur de roulis, c'est lui, bouton droit, je l'ajoute aux entrées. Je vais donc avoir sur le composant Mecha 3D un couple moteur en roulis, CMR, et puisque je suis là, je vais immédiatement faire la même chose pour le couple moteur en tangage, que j'ajoute aux entrées, et qui s'appellera couple moteur tangage. Par défaut, les unités sont en Newton-mètre, ce qui me convient parfaitement. Deuxième type d'information à fournir, ce sont les vitesses de rotation. Alors, c'est dans les liaisons qu'on va trouver ces informations. La liaison pivot de roulis a une vitesse de rotation ici que je vais ajouter aux sorties. C'est un W roulis. Et puis, de même qu'on a le roulis, le tangage, la vitesse de rotation que j'ajoute aux sorties, c'est la vitesse de rotation de tangage. Dernière chose qui sera nécessaire dans ce modèle Mecha 3D sinus phi,
c'est de mesurer l'angle de sortie pour chacun des deux mouvements de roulis et de tangage. À nouveau, c'est dans les liaisons qu'on trouve ça. Si je prends le roulis, c'est cette fois la position en rotation autour de son axe X, autour de l'axe X de la pivot, que j'ajoute aux sorties. C'est l'angle θr. Alors que je vais mettre en degrés ici, c'est fait. Et puis, même chose, c'est la position en tangage, ajoutée aux sorties, c'est un angle θt. J'en ai terminé, bon, à part le fait qu'on peut ajouter un lien, évidemment, en faisant référence à un document quelconque, on va dire OK. Et j'ai ici, alors j'aurais pu être un peu plus astucieux, je vais retourner dedans, propriété. Les deux vitesses de rotation qui figurent ici, je vais les mettre à gauche, ce sera plus, du point de vue visuel, au niveau du modèle, ce sera plus agréable. Voilà, le couple roulis associé au couple roulis, le couple tangage associé au couple de tangage, la vitesse de rotation en roulis et en tangage associée aux balises correspondantes. La rotation, l'angle θr mesuré sera ramené sur le comparateur, l'angle θt. Alors, je vais faire une petite astuce. Alors, il y a deux choses que je dois préciser pour avoir fait l'exemple hier. La première chose ici, je vais mettre le retour vers le bas, c'est-à-dire que c'est la sortie E3 qui sera la bonne. Et en fait, pour des raisons de repère propres à Meca 3D, ça n'est plus une différence qu'il faudra faire ici, mais c'est une somme. L'angle θr, compte tenu des repères de Meca 3D, a un signe négatif quand la consigne est positive. Donc ça, c'est un petit tracas, mais qu'on peut très simplement solutionner de cette façon-là. L'autre solution serait de retourner dans Meca 3D et de modifier l'orientation des repères. Il en sera exactement de même ici. Si le modèle que j'utilise est le même que celui que j'avais hier, il faut des signes plus. Voilà, on a ici les deux chaînes asservies et un composant Meca 3D pour le pilotage de la partie mécanique. Simulation. On trouve cette fois, alors l'écran devient un peu plus encombré, on trouve cette fois les deux curseurs qui vont piloter le roulis et le tangage. C'est ce que vous avez sur votre télécommande quand vous voulez orienter la caméra. Vous avez des boutons ou des leviers qui permettent de commander l'orientation. On va garder les mêmes valeurs pour ces éléments temporels et je lance la simulation. Alors je vais afficher sur un axe le tangage, puisque c'est celui qu'on avait tout à l'heure. Les deux courbes qui sont les plus parlantes au moment de la prise en main, c'est la consigne. Ah, j'ai pas été très adroit là, mais ça fait rien. À gauche, c'est la consigne, à droite, c'est l'angle de sortie. D'avoir pris les mêmes notations, ça risque d'entraîner des confusions. Simulation. Alors, première observation, le système bouge. Comme vous n'avez pas eu le temps de l'observer, je le relance. On est pardon, il bouge et pour cause. Je voulais me placer à 0. Donc, consigne à 0. Je lance la simulation et j'observe que la réponse du système, on a un petit mouvement, un petit déplacement ici. Différence avec ce que je vous proposais tout à l'heure, on a cette fois des actions de pesanteur. Cette nacelle n'est pas parfaitement équilibrée. Le centre de gravité de l'ensemble caméra et plateforme est déporté. Et donc, il y a un petit déplacement qui se produit. De façon, ce petit déplacement, c'est-à-dire que l'angle θt n'est pas égal à la consigne. Et on a donc une tension ici qui va s'installer pour assurer l'équilibre. Donc, première observation, on prend en compte un modèle plus complet, en particulier au niveau de la pesanteur. Et puis ensuite, si on joue la simulation et on prend les axes et on fait varier le roulis, alors je vais plutôt faire varier le tangage parce que c'est celui dont les courbes sont affichées. On a ici, alors on va attendre que le roulis est terminé. Voilà, on a ici le même comportement que tout à l'heure, avec visualisation ici de la consigne et de la réponse en temps réel, avec en plus l'animation qui figure ici. Que dire de plus sur cette affaire que j'ai oublié un tout petit détail que je vais corriger tout de suite. J'avais bien changé
un des angles ici, il est resté en radians, je le veux en degrés. Voilà, ce qui permettra d'avoir les mêmes unités sur les deux courbes. Donc, relance la simulation, et on a donc l'interaction permanente. Alors, on observe aussi une chose, c'est que j'ai installé une consigne de 17 degrés au décimal près, et que mon système va jusqu'à moins 18 et quelques degrés. Encore une fois, le signe est simplement inversé pour des questions de repère de méca 3D. Mais ça veut dire que le 17 degrés de consigne se traduit par un résultat de 18 ici. À nouveau, ce qu'il est possible de faire, c'est d'aller jouer sur les paramètres de ce correcteur ici. Typiquement, quelle est l'utilité de ce KI? Alors, je vais mettre une valeur de 100, je crois que c'est une valeur qui donne un effet visible. Et puis, je relance la même situation, donc de 17 degrés de consigne de tangage, alors, où l'on voit ici le système qui descend à 19,2, mais qui progressivement est en train de regagner la valeur de 17 degrés, alors de moins 17 dans le cas présent. On constate ici un petit comportement. Effet du correcteur intégral, ça va être de corriger, en fait, en termes de précision, l'imprécision du système sans correcteur intégral. Et si on attend suffisamment longtemps, ou si on augmente la valeur de ce coefficient KI, on atteint assez rapidement ici, puisque là, pour le moment, on en est à 2 secondes, c'est peut-être un peu long, mais on atteindra la valeur assignée. On y est presque ici à 17 degrés. Un dernier point que je voulais préciser, un composant qui peut avoir un certain intérêt, c'est le conteneur qui est ici, qui est simplement le moyen. Donc c'est un conteneur qui permet de regrouper des courbes. Donc il n'a aucune action au niveau du modèle proprement dit. Par contre, on peut lui dire que ce graphe, je l'ajoute au conteneur, ce graphe, je l'ajoute au conteneur, je ferme ces deux-là, et en fait, les deux courbes sont maintenant dans le conteneur qui est ici, et l'intérêt, c'est qu'elles s'affichent sur le même graphique. Par conséquent, si on relance la simulation, je vais la mettre ici, on a l'affichage simultané des deux courbes. Allons-y, voilà. Et donc, on voit la consigne en rouge et la réponse du système en vert. Alors, avec toujours ce petit inconvénient d'avoir des signes, il faudra que je change les repères, d'avoir des signes qui sont opposés. Voilà, je crois que j'en ai terminé sur cette présentation de SinusFi et de ses fonctionnalités. J'ai voulu à la fois montrer les aspects techniques de SinusFi, comment on construit, soit à partir des composants de base là-haut, soit à partir des composants de bibliothèque dans la partie inférieure, mais aussi tenter de mettre le doigt sur des aspects pédagogiques, en particulier ce côté interactif qui permet d'observer, soit à travers la simulation, soit à travers des courbes, en jouant avec les curseurs, d'observer le comportement du système, d'avoir en fait une sorte de réalité présente visuellement. Alors je vous propose d'aller voir, pour être complet, je vais ouvrir un exemple, alors qui est cette fois un système. Voilà, c'est pour montrer que malgré, je vous ai montré évidemment des exemples relativement simples, je voudrais vous montrer maintenant, voilà cet exemple-là. Ça c'est un fichier qu'il ne trouve pas mais que je vais lui trouver. Voilà, ok. Voilà, alors soyez pas effrayés, ça ne s'est pas créé en une demi-heure cet exemple-là. Il s'agit cette fois non plus de la nacelle seule, mais de la nacelle sur un drone, avec non seulement le pilotage de la nacelle dans la partie inférieure, mais aussi le pilotage du drone dans la partie supérieure. À nouveau, alors cette fois pour le coup, on a un système d'une complexité folle en termes de dynamique. À nouveau, la complexité est masquée derrière le composant Mecha 3D. Bien entendu, il faut une certaine compétence sur SolidWorks et Mecha 3D. Alors la simulation est celle-ci. Encore une fois, ne soyez pas effrayés. Les 4 premiers curseurs sont les curseurs de pilotage du drone. Celui-là, je vais le laisser là. C'est-à-dire ce sont ceux qui vont permettre de gérer l'altitude, le roulis, le tangage et le lacet du drone. Et en bas, ce sont les 2 paramètres qui permettent de piloter la caméra. Donc on lance la simulation et le drone. Alors dans un premier temps, il tombe, les moteurs viennent de se mettre en marche. Ne bougez pas, je vais... Voilà.
Alors, je suis un très mauvais pilote, hein. Voilà, on va le forcer à à occuper une position à peu près fixe. Alors, je suis un très mauvais pilote, je disais, pour une raison extrêmement simple. C'est que, évidemment, ce système n'est pas parfaitement équilibré. Il y a toujours la pesanteur un petit peu décalée. Et vous voyez, il commence à se déplacer vers la droite ou vers la gauche. Alors, je ne vais pas jouer avec, quoique, je mets du roulis. Et on observe que le drone est en train de basculer. Par contre, la caméra est restée orientée horizontale. Alors, ce sera plus visible sur le tangage. Si je mets du tangage sur ce système, où l'on voit que malgré son inclinaison, la caméra garde toujours la même orientation. Ça veut dire que, ça y est, là je vais le perdre, parce que évidemment, je suis un très mauvais pilote. Ça veut dire que quelle que soit l'assiette du drone, allez, on va essayer de le récupérer, quelle que soit son assiette, la caméra va garder une orientation en principe à peu près fixe, aux petites oscillations près. Et par contre, la caméra peut, elle, s'orienter. Je ne vais pas y arriver, hein. Ça demande d'avoir 5 souris. Voilà, je peux orienter la caméra. On a en bas les deux curseurs qui permettent de régler le roulis et le tangage, mais cette fois pour la visée de la caméra. Voilà, donc c'était simplement ça pour montrer, à noter que on a toujours l'accès à tous les paramètres. Si je veux voir quel a été l'angle de tangage de la nacelle, voilà les courbes de la nacelle du drone, voilà les courbes en tangage, voilà le mouvement qu'a eu ce drone. Je peux aller consulter tout paramètre correspondant au comportement du drone, en particulier le tangage de la nacelle. Voilà les deux mouvements de tangage, celui du drone en haut, celui de la nacelle en bas, qui a compensé les mouvements du précédent. Voilà, donc c'était simplement pour montrer qu'il y a malgré tout, en termes de performance, une capacité certaine de sinus phi, associée en particulier à Mecha 3D. J'en ai terminé sur cet exemple de drone et de nacelle. Ah, je l'ai perdu dans ma bulle, là, ça y est, alors voilà. Et je vais fermer cet exemple. Enregistrer non. Et vous proposez, et je vais fermer la partie SolidWorks, et vous proposez maintenant une seconde étude, donc dans un domaine complètement différent. Il s'agira cette fois de s'intéresser à un modèle thermique. Alors, je vais passer assez rapidement sur ces premières diapos. Il s'agit de regarder une installation de chauffage dans sous-entendu électrique, dans un petit local. Le but étant de faire un exemple extrêmement simple dans le domaine thermique. On verra un petit peu plus loin comment on peut étoffer la simulation qui correspond. Le but, c'est d'observer l'évolution de la température dans cet appartement et de valider la capacité d'assurer le chauffage, même en hiver. Alors, je passe assez rapidement. L'idée, c'est qu'on a on a en fait une seule source. Vous allez voir dans un moment qu'il n'y en a qu'une, alors qu'il y avait deux petites pièces ici dans cette illustration. Il y a une seule source de chauffage qui est un convecteur. La présentation que je vais vous faire, c'est d'abord le modèle physique des échanges thermiques et la simulation ensuite du comportement thermique à partir d'exemples déjà construits. Alors, l'appartement, il est ici. Un seul convecteur situé ici à gauche, dans l'idée. Une source d'énergie, c'est EDF. Un éventuel système de régulation, c'est le thermostat sur mon convecteur. Le convecteur lui-même qui va convertir l'énergie en flux thermique. L'échange thermique dans la pièce, ça c'est le local à chauffer, et le milieu extérieur. Et en fait, ce qu'on va exprimer maintenant, c'est l'échange thermique qui se passe à l'intérieur de cette pièce. Donc, hypothèse, une source thermique constante de 1500 watts. Alors, à ceci près qu'elle pourrait être en marche ou en arrêt, puisqu'il y a un interrupteur sur le convecteur. Le bilan thermique, il exprime le fait que les 1500 watts fournis par ce convecteur, flux thermique ici, quand l'interrupteur est sur on, ce flux, il a deux destinations. Une première partie efficace, d'où le petit E ici, qui va élever la température, ça reste dans la pièce en quelque sorte, en suivant cette loi. C'est-à-dire que pendant un temps delta T, la masse de tout ce qui figure
dans la pièce, les meubles, les murs, les cloisons, etc., etc., cette masse associée à la capacité calorifique va s'échauffer, la température va s'élever de delta grand T. Première partie, donc la partie utile, efficace. Deuxième partie, dissipée à travers les murs, les fenêtres, etc. Une dissipation d'énergie qui va dépendre de la qualité de l'isolation, la conductibilité thermique de ces parois, de la surface des parois et puis de la différence de température intérieure, extérieure. Alors, il est clair que c'est un modèle ultra simplifié puisque isolation et surface, ce sont des valeurs équivalentes. C'est-à-dire, en fait, on a regroupé dans un seul terme, enfin deux termes en fait, tout ce qui concerne l'ensemble de cette pièce. Il faudrait évidemment distinguer les murs, les portes, les fenêtres, le plafond, le plancher. Il en est de même pour la partie utile, où on a une seule masse et une seule capacité calorifique, alors qu'il faudrait distinguer toujours les meubles, les cloisons, etc., etc. Le bilan, il se traduit par le fait que ce que fournit le convecteur est la somme des deux autres, partie efficace et partie dissipée. Et l'équation, en fait, quand on fait la somme, on aboutit à cette équation, une équation différentielle dans laquelle la variable à intégrer, si j'ose dire, c'est la température qui varie au cours du temps. Dans sinus phi, la chose se présentera sous cette forme. Alors, je vais passer assez rapidement. Voilà. La loi physique est ici. La loi dans sinus phi va s'écrire sous cette forme-là. Elle est simplement un tout petit peu transformée, mais c'est exactement la même expression. Et je vais filer. Donc, l'objectif de la simulation que je vais vous proposer, c'est de regarder comment évolue la température en fonction du temps. Le modèle que je vais vous présenter, il a cet aspect-là. Voilà, on va trouver 5 composants. Un contacteur, à terme, ça deviendra le thermostat. Donc c'est un curseur qui va nous permettre de dire marche, arrêt. Il n'aura que 2 positions. La température extérieure qui va varier sous la forme d'un curseur. Notre convecteur. La pièce à chauffer avec son bilan thermique. Et puis un afficheur de température. Voilà, c'est cet exemple que je vais vous présenter maintenant. Donc c'est celui-ci. Voilà, cet exemple, donc il est tout à fait conforme à ce que je vous présentais il y a quelques instants. Je vais l'afficher un peu plus grand. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce contacteur? Tout simplement un curseur, hein, ce sont les mêmes que tout à l'heure. Il s'appelle on-off et il ne prendra que la valeur 0 ou la valeur 1. Ce sont les valeurs mini et maxi. Le pas et l'incrément l'empêchant de prendre les valeurs intermédiaires. Donc c'est 0 ou 1. Deuxième composant, le bilan thermique. L'équation évoquée tout à l'heure du bilan thermique, elle est ici, c'est la syntaxe de sinus phi, où l'on reconnaît en particulier dans le premier membre la dérivée de la température, T' égale. C'est la façon dans sinus phi de dire c'est une équation différentielle. Et puis en bas, pour des raisons que j'ai oubliées, il y avait 2 sorties en température qui sont en fait la même température, donc on indique simplement que la sortie temp est égale à la sortie T. Les paramètres sur lesquels on pourra agir, ce sont la masse, la capacité calorifique de l'ensemble à chauffer, le coefficient d'isolation global de 0,6, la surface de 120 m². Et puis, la valeur initiale de la température, c'est-à-dire que notre système va démarrer à 8 degrés Celsius. Simulation. Alors, pour le moment, on n'a aucune régulation, aucun thermostat là-dessus. Simulation. Le contacteur est à 0, vous voyez qu'il ne peut prendre que ces 2 valeurs de 0 ou de 1. Je vais y arriver, 0, donc on part de 0. On va dire que dehors, il y a une température de 5 degrés. Je lance la simulation. Et ce qui est affiché là, c'est la température dans le local. Et elle est bien partie à 8 degrés. On est ici à 8 degrés et on est à 5 degrés au bout de 40 minutes. Tout simplement, le convecteur n'est pas en marche. Je relance la simulation, convecteur on. Et la température monte, et en l'espace entre 120 et une quarantaine de minutes, on est à 21 degrés, 6666. Je peux essayer de montrer, alors évidemment, je viens d'arrêter et de remettre en service, alors je vais le refaire, mais en mettant un incrément de temps beaucoup plus petit. Et on va repartir d'un contacteur. Voilà. Et je relance la simulation, je mets en marche mon convecteur, la température monte. Donc jusqu'à atteindre les 20, je ne me souviens plus, 21,6 je crois, de mémoire.
Alors c'est un petit peu plus long, mais ça me laissera le temps d'illustrer le comportement du contacteur ou du thermostat à terme. Voilà, on va arriver à 21 degrés et quelques. Quel sera le rôle du thermostat? Couper le courant, remettre le courant, de façon à maintenir la température dans une plage ici avec un delta maîtrisé. Autrement dit, faire toucher du doigt ce qu'est le principe de fonctionnement d'un asservissement, puisque c'en est ça, mais un asservissement tout ou rien en termes de correction. Voilà, et on voit ici l'évolution de la température, et en fait, on fera jouer le rôle que je viens d'exercer ici, de couper et remettre en service, on le fera jouer par un thermostat qui viendra prendre la place du contacteur. Voilà, donc sur le principe, l'idée de cet exemple, c'est de montrer comment sont créés les composants dans Sinus Phi. Dans Sinus Phi, les composants ont tout simplement été extraits. Alors je le cherche parce que j'ai perdu l'habitude. Voilà, c'est ce composant standard ici. Je vais en implanter un ici. C'est ce composant qui est à la base de la construction du convecteur et du bilan thermique. C'est lui qui permet de tout faire. Mettre des entrées-sorties avec leurs unités à gauche ou à droite, mettre des paramètres sur lesquels l'utilisateur pourra agir, mettre ici les relations, c'est-à-dire les équations de la physique qui vont permettre de gérer le fonctionnement de ce composant. Alors je ne vais évidemment pas le créer celui-là, je vais même le supprimer. Une fois que le modèle est au point, autrement dit, ça c'est à mon avis plutôt du ressort de l'enseignant, pas tellement de l'élève, enfin sauf peut-être en post-bac. Et une fois que le composant est créé, alors je reviens sur ce bilan thermique, ce bilan physique de la pièce. Une fois qu'il est créé, on peut l'enregistrer, c'est-à-dire qu'on peut ici créer un élément de bibliothèque, alors que je vais mettre non pas dans le drone, mais dans le studio Sinus Phi. Voilà, je vais sauvegarder ce bilan thermique et je vais l'appeler mon bilan thermique. Ou mon bilan tout court, ça suffira, et je l'enregistre. OK. Je reprends cet ensemble-là, CTRL-C, CTRL-V, copier-coller. Et puis, je vais simplement supprimer ce bilan thermique. Je vais aller chercher dans la bibliothèque. Alors, je suis dans l'exemple qui s'appelle Studio, Sinus Phi Bibliothèque, et je vois apparaître, donc c'est tout simplement l'arborescence de Windows, là. Je vois apparaître ici un composant qui s'appelle mon bilan. C'est le même composant que celui qui est ici, mais c'est celui qui maintenant est composant de bibliothèque. Je ne peux plus l'éditer, bouton droit, je n'ai pas l'option propriété. Par contre, j'ai l'accès. Alors je vais d'abord créer les liens, flux thermique. Voilà, c'est fait. Et on a en principe, j'ai maintenant 4 curseurs, puisque j'ai en fait 2 installations de chauffage complètement indépendantes l'une de l'autre. Je vais leur mettre... Alors, je vais m'arrêter quelque part voilà, ici. On peut déjà observer que les valeurs de température sont strictement les mêmes. Et puis, si on affiche les graphes, on a bien sûr le même comportement dans les deux cas, les deux mêmes graphes. Ça veut dire qu'on a finalement, par ce moyen, on est passé de la tâche de l'enseignant qui consiste à créer les composants pour réaliser son modèle à l'utilisation que pourrait en faire un élève qui consiste tout simplement à insérer ces composants dans le modèle. Voilà, donc ça c'était cette parenthèse autour de comment est-ce qu'on enrichit la bibliothèque de composants de Sinus Phi. Ben, il y a 2 façons, soit prendre les composants de la bibliothèque standard et les adapter à son besoin, soit prendre les composants de la barre d'outils supérieure, le composant en particulier, celui-ci standard, le créer et le transformer en composant de bibliothèque. C'est tout sur cet exemple. Attention, je ne sauvegarde pas. Je voudrais vous présenter un dernier exemple, toujours dans cette... ce sera celui-ci, celui-ci. Alors, je vais peut-être le faire en 2 fois. Tout d'abord, le même exemple, mais cette fois avec un thermostat. Le contacteur de tout à l'heure est devenu un thermostat.
Et puis cette fois, c'est une température de consigne qu'on affiche ici. Donc on a toujours les deux mêmes curseurs, température extérieure, je vais remettre les 5 degrés que j'avais tout à l'heure, ou à peu près, et une température de consigne, par exemple 19 degrés. Et puis je lance la simulation, je réfléchis à ne pas faire de bêtises, et je vais afficher la température de sortie et la température de consigne. Donc avec des échelles comparables, et puis simulation. Voilà, consigne à 19 degrés, la température part de 8, c'est la température initiale, progresse gentiment et arrivé à 19 degrés, le thermostat ici, en fait c'est un interrupteur qui bascule quand la température s'écarte, je crois, de plus ou moins un demi-degré de la valeur de consigne. Un petit peu de temps, je vous prie. Donc système du premier ordre, si on en juge par l'allure de la courbe, avec une pente non nulle à l'origine. 19 degrés, on est à 19... voilà, la température a dépassé de 1,5 degré, je crois de mémoire, la consigne. Le thermostat coupe et puis remet, etc. On a ici le comportement du système avec le rôle du thermostat qui est ici. En fait, cet ensemble température de consigne thermostat joue le rôle de l'interrupteur de tout à l'heure. Et puis si brutalement la température extérieure vient à augmenter, ben on constate une toute petite chose ici, c'est que le temps de refroidissement est un petit peu plus long et le temps de mise en chauffe, si j'ose dire, est un petit peu plus court, ce qui est normal, la température extérieure étant passée à 10 degrés, on a un comportement un petit peu différent au niveau du thermostat. Je pense même que si on arrive à proximité des 19 degrés, on aura des temps de... Je vais fermer celui-ci. On aura des temps ici de refroidissement et de réchauffement qui seront évidemment beaucoup sensiblement différents de ce qu'il y avait initialement. Voilà le principe de ces constructions de modèles, en particulier ce modèle thermique, où ces composants-là sont accessibles à l'enseignant. Il a la capacité de les construire, encore une fois, à partir des composants de base standards et en les transformant en composants de bibliothèque. Dernier exemple sur cette fichier ouvrir, sur cette partie régulation thermique ou système thermique, c'est celui-ci. Alors, première remarque, un schéma implanté là-dedans, c'est simplement une image. On a un composant image ici qui permet de mettre une photo, enfin un objet quelconque visuel dans le champ du modèle. Et puis est apparu ici un nouveau composant qui est Excel, celui-là. Alors, derrière ce... Tiens, j'ai peur que ce ne soit pas le bon document, mais je l'ouvrirai à la main. Derrière ce composant, tout à l'heure, je faisais une critique. C'est le fait que l'échange thermique dans ce bilan était basé sur une seule surface et un seul coefficient d'isolation. On peut utiliser un fichier Excel. Alors je vais le chercher à la main parce que je pense que le lien ne fonctionne pas. J'ai pas bien préparé mon travail. Voilà. En fait, un fichier Excel a été créé préalablement. Fichier Excel qui va regrouper pour ce petit appartement. Alors vous remarquez que... Je vais y arriver, oui, ça y est. Vous remarquez qu'on a déjà le même schéma dans la partie basse, ici, avec des échanges thermiques entre les différentes, entre l'intérieur et l'extérieur, à travers des fenêtres, des murs, des portes et autres. Et en fait, ce fichier Excel passe en revue l'ensemble des échanges thermiques qui peuvent exister. C'est-à-dire, en fait, va distinguer la porte d'entrée, les murs M1, M2, fenêtres, etc. Et puis, au niveau de la petite salle de bain, une fenêtre, un mur. Bon, chacun de ces éléments a une surface ou une longueur, une capacité d'isolation qui est ici, et donc chacun d'eux va dissiper de l'énergie, en fait, va permettre un transfert d'énergie vers l'extérieur à travers un coefficient qui est calculé ici, une valeur, en fait, de puissance dissipée par degré. Le bilan total se trouve ici. Ça veut dire que pour 1 degré d'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur, il y aura 75 watts
de dissipation d'énergie vers l'extérieur. Alors, une fois ce fichier créé, vous retenez bien 27H, cette cellule, H27. Ben, l'idée, je ne vais pas l'enregistrer, l'idée dans la simulation qui est faite ici, plutôt que de mettre un seul coefficient et une seule, un seul coefficient d'isolation et une seule surface, on va simplement aller consulter au niveau de ce composant la cellule H27 qui fait le bilan de tous les éléments qui participent à l'échange de chaleur. En fait, on se sert d'Excel à travers ce composant. C'est un composant de la barre d'outils supérieure qui se trouve, je vais vous le retrouver si vous me donnez le temps, il se trouve ici, feuille de calcul. Ce composant sert en fait de base de données pour alimenter le bilan thermique qui est ici. Et en fait, la simulation, alors, elle n'a rien de spectaculaire. Elle va ressembler étrangement aux précédentes, sauf que cette fois, on prend en compte non plus un seul coefficient et une seule surface, mais on prend en compte l'ensemble des surfaces et des coefficients d'isolation des éléments qui constituent la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Et par contre, on a toujours le même comportement selon la consigne que l'on va indiquer ici. Voilà, donc c'est ça le lien qui est possible. Alors, de même que l'on peut l'utiliser, c'est une sortie d'Excel qui sert en entrée dans ce composant, on peut aussi imaginer des situations où une sortie d'un composant Mecha 3D constituerait une entrée dans Excel. Ce qui veut dire qu'une valeur calculée dans un composant ici pourrait être intégrée dans une feuille de calcul pour faire un calcul. Donc ça sert à la fois d'entrée et de sortie. Voilà, c'est tout sur cette partie chauffage de studio. Toujours, je vais quand même vous en montrer, non, je ne vais plus vous en montrer dans cet exemple-là. Je vais juste vous proposer donc un dernier exemple pour aborder un autre aspect. C'est l'exemple d'une écluse, une commande d'écluse. Alors il s'agissait d'une maquette qui a dû servir pour un examen en pré-bac, je ne sais pas exactement lequel. Donc maquette d'une écluse qui existe quelque part dans un pays européen. Le bief amont, le bief aval le savent, des vannes simulées en partie inférieure ici avec des canalisations qui permettent les échanges d'eau, et puis des portes coulissantes verticalement qui sont manœuvrées par des systèmes de palans. La péniche que l'on voit ici. Je passe rapidement, à l'origine c'était un graph-set, aujourd'hui ce mot est banni, mais la logique de pilotage séquentiel est toujours présente, donc ici elle est illustrée par un graph-set. Et on va, dans SinusPhi, simuler ce comportement au moyen d'un petit programme en Python. Donc ça, c'est un aspect aussi qui est important, dans la mesure où ce langage Python prend place dans les enseignements pré-bac et post-bac de l'éducation nationale. On va pouvoir représenter le comportement du graph-set qui est ici par un programme en Python que je vais vous commenter dans les instants qui viennent. Et ben c'est tout. Je vais vous montrer l'exemple plutôt que de vous en parler sur cette diapo. Alors, SinusPhi, nous sommes dans celui-ci. Alors, à nouveau, l'exemple est tout fait. Vous imaginez bien qu'ici, l'affaire ne se fait pas en quelques minutes. Alors, on trouve en fait 4 composants. Ici, le départ cycle, simplement l'interrupteur, le bouton sur lequel l'éclusier appuie pour lancer sa procédure. Ici, un afficheur qui donne simplement le numéro d'étape. En fait, c'est pour suivre le déroulement de la séquence de pilotage. Et 2 composants, alors on va faire très rapidement celui-là, c'est l'animation à partir de Mecha 3D. C'est-à-dire que SolidWorks Mecha 3D nous permet d'accéder à cette image qui va illustrer le fonctionnement de l'écluse. Et puis, ce qui est plus important, c'est qu'on a ici le programme en Python. Ça, c'est issu d'un composant script qui est ici. On implante ce composant. Ce composant, double-clic dessus, et on va lui associer un fichier Python, un programme en fait, qui va s'exécuter à travers une fonction de ce programme qui s'appelle gestion écluse. Alors, je ne vais pas le détailler davantage que ça, mais à chaque fois en entrée, on va trouver les différents capteurs qui figurent dans le système physique. Ce sont en général des capteurs de déplacement,
déplacement de la porte, déplacement d'une vanne, déplacement de la péniche. Et dans le déroulement du programme qui va s'effectuer à l'intérieur de ce composant, si, par exemple, quand la porte se lève, si elle n'a pas atteint sa position, imaginons, c'est porte, c'est le deuxième là, c'est l'altitude de la porte amont, si elle n'a pas atteint sa position, alors le programme continue d'imposer une vitesse, ça veut dire continue à assurer son déplacement. Très simplement, si on lance la simulation, donc, attendez, stop, voilà, départ cycle à 0, donc même chose, c'est en quelque sorte un interrupteur, je lance la simulation, rien ne se passe, vous observez bien ce qui va se passer dans la partie gauche du schéma, simulation, départ cycle, la vanne s'ouvre, le niveau d'eau monte dans le sas, arrivé en partie haute, la barrière se soulève, quand la barrière va arriver à sa position haute, instruction sera donnée de changer la couleur du feu et de déplacer la péniche. En fait, le programme Python, c'est simplement le déroulement du graphe 7. Et je vais vous le montrer dans une minute. Il a une structure qui est très, très proche de ce graphe 7. On continue de dérouler. La vanne se ferme, la porte aval s'ouvre. Le feu, ici, va passer au vert et donne le signal de départ de la péniche. Voilà. Il est bien entendu qu'on a ici une maquette à la partie méca 3D. Alors vous remarquez que la péniche flotte dans le vide. Elle a cette capacité, elle. La simulation méca 3D ici n'est qu'une visualisation du fonctionnement. En particulier les temps de remplissage, vidage ou de déplacement de la péniche, ou etc., n'ont rien à voir avec la réalité. Alors l'affichage des courbes, là aussi on a l'accès, voilà, alors il n'est peut-être pas très parlant, mais ça c'est simplement l'affichage au cours du temps du numéro des étapes. L'étape 0 a duré quelques secondes, l'étape 1 qui correspondait à l'ouverture de la vanne a duré quelques secondes, etc. Remplissage, déplacement de la péniche. On a ici un diagramme temporel de l'évolution du graphe 7. Voilà, donc là aussi, la possibilité à travers ce composant d'accéder pratiquement, alors ça donne une ouverture, je n'oserais pas dire illimitée, mais on peut même imaginer de réinventer méca 3D. Si vous avez écrit un logiciel de mécanique, vous pouvez très bien imaginer de l'implanter dans SinusPhi à travers un composant Python. Alors juste un mot sur ce programme. Je n'ai pas le lien, alors je vais l'ouvrir à la main. Ce programme, il est ici. Voilà, c'est un programme Python, donc pour ceux qui connaissent, voilà sa structure. Je vais, pas langage, affichage, replier tous les blocs. Affichage, replier tous les blocs. Voilà. Vous observez ici, étape 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a en fait le déroulement du graphe 7. La fonction principale s'appelle gestion écluse ici. C'est le descriptif du graphe 7. Si on est à l'étape 0, on va lancer une fonction. Alors je vais en prendre une autre plutôt. Quand on est à l'étape 3, on va lancer une fonction qui s'appelle étape 3. C'est la fermeture de la porte amont. Et quand cette étape 3 sera terminée, c'est-à-dire quand la porte amont sera fermée, le numéro d'étape passe à 4 et on exécutera l'étape numéro 4, numéro 5. Autrement dit, la structure du programme est extrêmement simple. C'est typiquement le graphe 7 ici. Simplement, les transitions sont évaluées dans chaque étape. À la fin de l'exécution de l'étape 6, on évalue si la transition est valide. Et ensuite, chaque étape correspond à une fonction qui figure au-dessus. Par exemple, l'étape, je vais prendre celle-là, la 6, ça correspond à l'ouverture de la vanne aval, descente de l'eau, descente du bateau. C'est un petit programme qui fait, chaque fonction doit faire 8 ou 10 lignes. Voilà. En fait, on impose le mouvement de la vanne jusqu'à ce qu'elle ait atteint sa position. On descend le niveau de l'eau jusqu'à ce qu'il soit au point bas. Et puis, quand les deux conditions sont vérifiées, vanne ouverte et niveau d'eau en bas, alors là, on change le numéro d'étape. L'étape 6 va devenir l'étape 7. Voilà. Donc, c'est une ouverture, en fait, que propose SinusPhi. C'est celui-ci, ouverture de SinusPhi vers de la programmation en quelque sorte pour
en particulier réaliser des systèmes séquentiels tels que celui-ci.